Bonjour Laurent Oberton, merci d'avoir accepté notre invitation pour le premier grand entretien de rentrée de Frontières à l'occasion de la publication de votre dernier ouvrage, Guerre aux éditions Magnus. Mais avant de commencer, j'invite tous nos abonnés à télécharger gratuitement notre application mobile Frontières avec de nombreux avantages dont l'accès à ces entretiens en avance. Elle est disponible dès maintenant sur iPhone et bientôt sur Android car nous attendons encore la validation de Google. Mais avant de parler de votre livre, j'aimerais revenir avec vous sur l'énième drame qui est arrivé en France. Philippine, 19 ans, jeune étudiante à Paris-Dauphine, a été assassinée à Paris par un clandestin marocain sous OQTF qui avait déjà été condamné à 7 ans de prison pour des faits de viol à l'encontre d'une jeune femme de 23 ans en 2019. Alors, monsieur Oberton, à quel point l'immigration est-elle une chance pour la France ? À quel point elle ne l'est pas, j'aurais une réponse plus facile si la question était formulée comme ça. Moi, je constate que derrière les discours, il y a des problèmes considérables. Encore une fois, je ne dis pas que toute l'immigration pose problème, je ne dis pas que tous les types d'immigration se valent, mais je constate que l'immigration de quantité, en particulier extra-européenne, qui est imposée au peuple français contre sa volonté depuis des décennies, a des conséquences dramatiques en termes de sécurité, de capital social, c'est-à-dire le fameux le lien qui unit les citoyens entre eux et qui est la base même de toute société, qui s'est délitée, qui s'est atomisée, qui n'existe plus aujourd'hui. Cette immigration nous aura coûté extrêmement cher. Et c'est pas le fait, peut-être pas d'une majorité de migrants, mais de ce que j'appelle une minorité invalidante. À savoir que quand vous avez une telle immigration de quantité, évidemment très sous-qualifiée, d'un niveau de vie très différent de celui qui est le nôtre, eh bien, vous avez une minorité dans la minorité qui sera fortement criminogène, qui sera fortement désocialisée, qui va poser des problèmes quasiment insolubles. Aux conséquences, pour la société, incalculables. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. J'ai tenté de le dire dans la France Orange Mécanique il y a un peu plus de 10 ans. On m'avait évidemment traité de tous les noms, mais aujourd'hui, absolument tout le monde fait le même constat, ou est obligé de le faire, même des figures de la gauche sont obligées parce qu'il y a des réactions populaires fortes, parce qu'il y a des relais médiatiques puissants qui font qu'on ne peut plus ignorer, on ne peut plus se contenter de fermer les yeux et d'attendre que ça passe. Il faut dire les choses. La population n'attend que ça. Et donc aujourd'hui, voilà, la vérité, elle est là. Il y a, 1 million d'OQTF qui ont été délivrés depuis que j'ai écrit La France Orange Mécanique, qui ont été notifiés, qui n'ont pas été exécutés. C'est-à-dire l'OQTF, je rappelle le principe, vous demandez à quelqu'un qui ne sait pas qu'il est interdit de violer ou de tuer, vous lui demandez, est-ce que vous veuillez avoir l'obligeance de quitter le territoire ? C'est absolument délirant, c'est un mépris colossal des victimes. On attend maintenant de voir. Encore une fois, je cite souvent Bergson, n'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font, ne croyez pas les promesses de qui que ce soit. La fermeté, on nous la promet depuis Charles Pasqua, tous les ministres de l'Intérieur l'ont promise. Regardez ce qui va se passer maintenant. Les OQTF, on les connaît, les types dangereux, comment ça se passe, et vous verrez que ce sera toujours exactement la même chose. La semaine prochaine, dans un mois, dans un an, vous en aurez autant. Vous aurez toujours cette justice qui n'applique pas la loi. Ça, c'est quand même un fait absolument dramatique. On a parlé de dysfonctionnement dans cette affaire. Il n'y a pas de dysfonctionnement. C'est le fonctionnement normal de la justice. Les peines prononcées sont toujours très inférieures à ce que prévoit le code pénal, quand bien même les circonstances aggravantes sont massives. Les peines exécutées sont très inférieures aux peines prononcées, puisqu'il y a des remises de peine automatiques, puisque monsieur, c'est un violeur, mais il s'est bien conduit. Donc ça va, il a le droit à avoir plus vite sa réadaptation. Les peines alternatives, les peines aménagées, tous ces moyens de détruire la justice rendue au nom du peuple français, ces moyens de détruire la victime une seconde fois. Parce que, littéralement, expliquer à une famille qui vient de perdre sa fille, il a été condamné à 7 ans dans les faits, mais il ne les fera pas parce que c'est la justice française, c'est pas possible. On ne peut plus entendre ça.
vous êtes condamné à 7 ans de prison, vous faites 7 ans de prison. Et vous êtes expulsé après. On ne vous demande pas gentiment de partir, vous êtes expulsé. C'est vraiment la base de tout. Si on fait ça, on aura déjà beaucoup moins d'ennuis, on aura beaucoup moins de cas problématiques qui voudront venir dans ce paradis juridique, judiciaire qu'est la France. Et on verra déjà plus clair. Malheureusement, on en est très loin. Comme on est très loin d'agir pour renverser cette immigration de quantité. Ça, ce sont les problématiques cruciales du moment. L'immigration, c'est le grand sujet. On en parle déjà beaucoup, mais on en parlera de plus en plus. Et tant que ce sujet ne sera pas réglé, le pays se fracturera dessus. Et c'est la faute à qui ? Il y a on peut dire que c'est la faute à absolument tout le monde, puisqu'on a d'une part cette politique complètement folle, je parle de secte, mais c'est ça, la croyance dans le vivre ensemble, la croyance que parce qu'on le veut, parce que ça nous paraît bien, ça va bien se passer. C'est un raisonnement d'enfants débiles, et qui malheureusement a des dégâts, a des conséquences très graves. Et par-dessus ça, vous avez une population qui est quand même extrêmement passive et extrêmement résignée et qui accepte tout ce qu'on lui impose. Et justement, ça nous permet de revenir à votre livre. J'aime à dire que vous aviez une vision anti-complotiste du complot. Dans votre livre, vous parlez d'une secte sans chef apparent qui contrôle le monde et impose son agenda. Mais s'il n'y a pas de chef dans une telle structure, quelqu'un doit bien donner des ordres. Qui décide des idées qui seront mises en avant et défendues ? L'immigration, les droits LGBT, etc. C'est un peu... Le cancer n'a pas de chef. C'est des cellules cancéreuses. Elles font leur boulot, elles savent ce qu'il faut faire. Eh bien, par exemple, sans transition, le journalisme, tel qu'on le connaît, tel qu'on le subit depuis des années, c'est un peu ça. Le journaliste, le matin, il n'a pas un petit télégramme d'autorité reptilienne qui lui dicte ce qu'il doit faire. Il sait, il le fait parce que c'est comme ça qu'il est conditionné, qu'il a appris, qu'il voit le monde, qu'il veut... il imagine éduquer la plèbe dans le bon sens, pour son bien, évidemment. Donc, on ne va pas dire qu'on va cacher l'origine de celui-ci. Par contre, on va plutôt parler de celui-là. Cette fameuse hiérarchie de l'information qui consiste à censurer tout ce qui leur déplaît, à mettre en avant tout ce qu'ils voudraient nous faire avaler. Et cette machine formidable n'a pas besoin de chef. Nous y collaborons aussi parce qu'on a tous répété des mots d'ordre, peut-être de moins en moins maintenant, mais les slogans qu'on nous a appris, c'est de façon, je sais pas, l'immigration est une richesse, la diversité est une chance. Beaucoup de citoyens a priori normaux se sont attribués ces modes de raisonnement pour participer un petit peu, pour avoir un petit peu de ce pouvoir de supériorité morale. De dire, regardez, moi je suis mon âme est un peu plus pure que celle des autres. Le sens commun, on va laisser ça à la plèbe, on va se distinguer de tout ça. C'est exactement comme l'art contemporain. On fait semblant d'apprécier, je sais pas, un bocal d'excréments sur un tabouret renversé pour dire, regardez, mon jugement est supérieur au vôtre parce que vous ne comprenez pas ça, vous êtes trop bête. Eh bien, la morale dominante, l'amour du vivre ensemble, c'est exactement la même chose. On veut démontrer sa supériorité. C'est une nouvelle façon de dire, regardez, j'appartiens à la race des seigneurs, puisque la domination acceptable aujourd'hui, elle est morale, elle est dans le dénigrement de l'Occident. On ne peut plus faire autrement depuis la Seconde Guerre mondiale, et donc on en subit aujourd'hui toutes les conséquences. Et en parallèle, dans votre livre, vous évoquez l'homo domesticus, un homme domestiqué en opposition à l'homme du passé qui aurait été plus libre. Mais au contraire, ne sommes-nous pas plus libres aujourd'hui ? On peut voyager partout dans le monde, découvrir toutes les cultures, les adopter ou non. Si on n'est pas heureux dans un pays, on peut aller s'installer dans un autre. Oui, alors effectivement, on a une grande... dans la cage, on a une grande liberté. On peut changer de cage, on peut aller dans un autre aquarium et on est toujours dans cet état de captivité mentale parce que on doit toujours prêter attention à la couleur morale du moment. C'est plus l'air du temps, c'est la morale dominante et on ne peut pas se passer de ça. On est obligé, c'est comme la fiscalité, on est obligé de payer le salaire de Léa Salamé, par exemple, et on est obligé de prendre en considération la morale dominante, parce que si on est un déviant, un hérétique, on va avoir beaucoup d'ennuis. Et c'est pour ça que les Français ne disent
pas, ou murmurent, ou s'abstiennent de manifester le fond de leur pensée. Depuis autant d'années, ils pensent pourtant très majoritairement que la justice est laxiste, que l'immigration n'est pas une chance, mais ils s'abstiennent. La plupart du temps, ils s'autocensurent parce qu'ils ont intégré les messages sectaires, ce qu'il faut dire, parce que ce système est puissant. Une condamnation médiatique, ça peut faire très mal. Beaucoup n'ont pas les reins pour supporter ça. On a beaucoup de choses à perdre, notre carrière, notre place, etc. Donc c'est pour ça que cette domestication, qui était d'abord primaire, il y a des centaines de milliers d'années, ça s'est fait très longuement, c'est un processus biologique très, très complexe. Aujourd'hui, elle atteint un stade terminal puisque les mots d'ordre incarnés par le maître, qui est cette espèce de Big Brother, cette machine, cette secte, sont partout. Vous allez à l'autre bout de la planète, vous aurez à peu près les mêmes. Le monde occidental, en tout cas, vous serez rattrapé partout. Vous ne pouvez plus échapper à ça. Vous pouvez pas, c'est exactement comme la fiscalité, encore une fois. Vous pouvez aller dans un cabanon au fond des bois avec une arme à feu, à la limite, mais là, vous n'existez plus. Donc, le problème, c'est de trouver le moyen d'exister et d'incarner un contre-pouvoir à un système qui n'en a plus. Parce que longtemps, le monarque, il avait la noblesse, il avait le clergé, il y avait des contre-pouvoirs réels. Aujourd'hui, tous les pouvoirs sont absorbés par la machine. Et ils marchent tous dans le même sens. Et leur seul adversaire, ce sont les peuples, les identités constituées qui pourraient encore s'opposer à leur règne. D'ailleurs, dans votre livre, vous comparez un petit peu l'homo domesticus au loup qui est devenu le chien ou au sanglier qui est devenu le cochon. Le loup, c'est démonstratif, oui, le cochon aussi. Si vous prenez un loup, que vous l'habituez à être nourri, c'est-à-dire vous substituez à sa quête de besoins primaires, il n'a plus besoin de son endurance, de sa vision, de sa force, et il va devenir le petit bulldog de Mémé. Alors ça prend du temps, mais voilà, une sélection vers la docilité, vers quelque chose qui ne sera pas du tout dangereux. Et l'homme, c'est exactement la même chose. Vous aviez Cro-Magnon, 1m90, des capacités musculaires hallucinantes, la vitesse de course du Usain Bolt, et quand il n'était pas pressé. Et petit à petit, comme la société va pourvoir à ses besoins, eh bien vous aurez Robert, vous aurez François Hollande. Et c'est pas la même chose. S'il y a un tigre à dents de sabre qui se présente, je suis pas sûr que beaucoup parient sur François Hollande, mais il a les CRS, il a tout un tas de choses pour substituer à son évolution. Et cette évolution domestique est réelle et elle a des conséquences bien au-delà de l'aspect physique. Et là, en particulier, la juvénilité, c'est ce qui est frappant chez les chiens. Le chien est un animal qui joue toute sa vie. Parce que comme il n'a jamais besoin de grandir réellement, de devenir un adulte responsable, de prendre en main sa vie, il peut se permettre ça. L'être humain, c'est pareil. On peut être diverti toute notre vie, mais aussi et surtout, il y a cette image mentale du maître. Ça, c'est très important. Le loup n'a pas ça. Le maître, c'est le groupe, disons. Mais le chien, il a cette image mentale du maître duquel il va dépendre effectivement complètement. Et quand vous entendez nos concitoyens parler de politique ou d'espoir en tel ou tel, on retrouve complètement cette psyché. Sans l'État, le citoyen aujourd'hui, il est le hamster en dehors de sa cage. Dans le noir, il est perdu. Et ça, malheureusement, c'est terrifiant. Il y a une docilité hallucinante, une attente de dressage d'ordre. Il faut des masques, des machins, des règles, des trucs, de la vidéosurveillance et tout. Mais le citoyen adore ça. Cet état de domestication, vaccins, oui, tout, le package complet, j'ai rien à cacher, surveillez-moi, fliquez-moi, machin, enfin ça c'est... J'ai payé les impôts, donnez-moi ma dose. Voilà, et il faut pas du tout sous-estimer cette volonté de servitude. On avait déjà dit ça il y a quelques siècles, mais c'est particulièrement évident aujourd'hui. Les gens vont dire, mais pourquoi les gens ne se rebellent pas? Mais parce qu'ils ne veulent pas se rebeller, ils vont se cacher vers le maître, et plus la situation va mal tourner, plus ils iront au maître, à l'idée légitime, Emmanuel Macron, etc. Et cet état de domestication nous livre à des techniques de dressage très simples qui reposent. Le chien, c'est la punition, la récompense. Va chercher le journal, c'est bien, brave bête. Voilà. Répète que la France et la diversité est une richesse, et c'est exactement la même chose qu'on fera. Par contre, si le chien se comporte mal, s'il montre les dents, s'il commence à mal voter, là, la punition, la menace de l'abandon. Et pour un animal domestique, c'est ce qu'il y a de pire, parce que l'abandon, c'est la mort. Le chien, vous le mettez dehors, il meurt. Donc il est possédé par le maître et il ne veut donc pas déplaire. Et
Le citoyen, c'est la même chose. Il a trop peur du jugement de son groupe, du jugement des autorités, et donc il va se réfugier dans le conformisme, la soumission. Mais si l'homme est domestiqué, qui sont les domesticateurs ? C'est ça qui est fabuleux, c'est que la société, c'est une entreprise anonyme en quelque sorte, une société anonyme, et l'autorité va avoir des visages multiples. On n'a plus justement, il n'y a plus le Dieu unique, il n'y a plus le roi tout-puissant, mais tout un tas de petites autorités. Le pouvoir s'est dilué en une infinité de fragments. Je disais par exemple, cette emmerdeuse qui vous a dit « Monsieur le masque », quand le masque tombait un petit peu, machin, ce genre de choses. La lycéenne à cheveux verts qui va dire oui, mais ça nous rappelle les heures sombres de notre histoire. Ces gens se font agents de ce pouvoir de dressage de masse. Et n'importe qui peut participer, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire c'est pas réellement Macron qui va vous emmerder, qui va venir dans votre salon, ce sont tout un tas de substituts qui auront un micro-pouvoir à eux, le cabinet du machin, le truc du préfet, le bidule, et ainsi de suite, le contrôleur de train qui va vous... Et voilà, et tout le monde peut jouer, tout le monde peut participer. C'est aussi ce qui fait la force du système. Donc c'est pour ça qu'il est difficile d'entrer en résistance contre ça et de se dire, moi, ça ne me concerne pas, les injonctions, je m'en fous. C'est pas vrai. On sait très bien que notre réputation est en jeu et qu'on doit assumer, on doit avoir les épaules pour faire face à ça. Et il n'y a pas beaucoup d'individus qui ont les épaules. D'ailleurs, vous en avez parlé il y a quelques instants, mais dans votre livre, vous critiquez sévèrement certaines figures publiques comme Léa Salamé ou Marion Cotillard. Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Léa Salamé, je lui reproche de payer son salaire. C'est pas un jugement que je porte sur son talent. Peut-être des gens l'aiment bien, peut-être des gens adoreraient payer son salaire, peut-être plus. Eh bien, tant mieux qu'il le fasse. Mais moi, je considère que c'est un bon critère pour savoir si je suis libre ou non. C'est de me poser la question, est-ce que je peux ne pas payer le salaire de Léa Salamé ? Non, je ne peux pas. En quoi il est vital pour mon pays, en quoi il est d'intérêt public que je paye le salaire de Léa Salamé ? C'est une vaste question et je pense que ça pose la question de cette machine étatique immense qui a avalé comme ça absolument tous les domaines de compétences, qui est une machine d'un clientélisme monstrueux qui va réduire quasiment en esclavage économique la population, puisqu'elle nous prend 1 euro sur 2 pour le redistribuer à ces saltimbanques, à n'importe qui, aux associations, à tout ce qu'on veut imaginer. Mais aussi aux pauvres. Oui, aux pauvres, aux riches aussi, aux entreprises, aux machins, aux copains. Non, mais c'est affreux, c'est ça. Je ne dis pas spécifiquement qu'il faut arrêter de donner à ceci ou à cela. Moi, je pense qu'il faut tout arrêter. Il faut que l'État revienne à sa mission, ce qui est censé légitimer son existence, c'est-à-dire les missions qu'il n'accomplit pas du tout aujourd'hui, les missions régaliennes. Il y a des frontières, il doit s'en occuper. Il y a la sécurité publique, il doit s'en occuper, c'est tout. Commencez par là, faites vos preuves, on verra. Si vous n'êtes pas capable de le faire, il faut laisser les Français faire. Parce qu'en réalité, les Français sont captifs de ça. Ils ont délégué leur sécurité à cette machine. Cette machine a dit d'accord, par contre, je suis le monopole de la sécurité, le monopole légitime de la violence. C'est moi. Donc, vous ne pouvez plus tirer sur le type qui va venir chez vous. C'est moi qui dois le faire. Sauf que s'il ne le fait plus, mais qu'en plus il vous empêche de le faire, vous êtes à poil. Et c'est quand même un problème. Donc, parce que je pense que les problèmes de sécurité, si on laissait la population agir avec les méthodes à l'ancienne que ça implique, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Les populations qui n'ont pas perdu cette habitude de ne pas se laisser faire, n'ont pas ces problèmes-là. Et nous, on les a parce que on est très poli, parce qu'on se met par terre en position fétale et qu'on attend que ça passe en espérant rester en vie. Et surtout que M. Retailleau, maintenant, se rende sur place et condamne avec fermeté. Donc dans cette logique-là, on va au suicide. On continue à renoncer à nos responsabilités élémentaires. Donc je pense que si on rend à l'État toutes ces usurpations, tout ce qu'il a pris, tout ce qui s'est attribué, on retrouvera des individus responsables qui sauront faire face à des situations par eux-mêmes, qui sauront gérer leur vie. S'ils ont envie de mettre de côté pour leur retraite, ils le font. S'ils veulent s'assurer, ils le font. Ils ont toujours le droit, on peut vous dire aujourd'hui.
Si vous voulez mais mettre de ils côté... peuvent le faire, mais le problème c'est qu'on est aussi obligé de passer par l'État et qu'une fois que vous avez payé tout ce qu'ils demandent, il vous reste plus grand-chose à mettre de côté. Et ce que vous mettez de côté, il vous le prendra peut-être, on ne sait pas si ça tourne mal. Donc on est otage d'un système qui est complètement aberrant et à un moment il faut regarder ça en face et il faut trouver un moyen d'en sortir. D'ailleurs, quand on vous lit, le salut par les urnes ou par l'homme providentiel est impossible. Il n'y a vraiment rien à attendre des hommes politiques? Alors, c'est exactement comme attendre un miracle. Peut-être ça peut arriver, je ne sais pas, il paraît que c'est déjà arrivé. Moi, j'en ai jamais vu de mes yeux, à part l'élection de François Hollande, par exemple. Mais pour être sérieux, il faut comprendre que le pouvoir, c'est un virus extrêmement puissant, et que quelqu'un qui a goûté au pouvoir, qui a voilà, il est là en haut, il a cette représentation permanente, quotidienne, il a ça lui donne vraiment ça change son cerveau. On a fait ces expériences avec des animaux, enfin, c'est assez hallucinant à quel point ça bouleverse l'individu. Et quand quelqu'un accède au sommet de l'État, il ne faut pas imaginer qu'il va se mettre en mode Mère Teresa, je vais faire le bien de tous et je vais vraiment réfléchir pour surtout, en général, faire le bien de tous. En plus, ça se traduit par des actes qui, sur le papier, on se dit « Ah, c'est une bonne idée, il va aider machin à faire son association », mais au bout du compte, ont des conséquences qui sont calamiteuses, qui sont imprévisibles. Donc, le communisme par exemple, oui, bah, typiquement. C'est bien d'aider les pauvres, on a envie que les pauvres soient moins pauvres. Donc du coup, on va voler tout le monde, et puis ouais, mais lui, il continue à dépasser, on va peut-être lui couper la tête, ça ira plus vite. Et on voit à la fin le résultat. Ceux qui ont voulu le bien de l'humanité, en général, ça s'est pas super bien fini. Et parce qu'ils s'aveuglaient, ils se mentaient sur la réalité de leur objectif, qui était dominé. Robespierre et Mao et compagnie voulaient écraser le monde, ils voulaient pas du tout... Et peut-être qu'ils se mentaient eux-mêmes, hein, qu'ils se disaient « je le fais pour les pauvres ». Peut-être qu'ils ont fait ça. Et c'est encore plus dangereux, parce que, pour le coup, ça s'appelle le fanatisme. Mais il faut voir le pouvoir comme ça. Il faut imaginer que ce pouvoir, s'il n'a pas, justement, de force de résistance crédible, il peut faire absolument n'importe quoi. Donc moi, je veux bien qu'on confie notre existence comme ça à un inconnu, à quelqu'un qui a appris à faire des beaux discours, à bien présenter, mais ça ne doit pas suffire. Derrière, il faut avoir le moyen d'exercer sur lui une pression crédible, ce qu'on n'a pas su faire depuis beaucoup trop d'années, malheureusement. Et donc, il n'y a aucune solution qui puisse passer par le vote? Quelle serait, selon vous, la véritable solution? Moi, je pense que en l'état actuel des choses, le vote ne sera pas suffisant. Il faut que la population éveillée, consciente, ce sera une minorité. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas imaginer que tous les Robert du pays vont devenir des guerriers politiques. Par contre, la minorité agissante, celle qui fait l'histoire, celle qui peut avoir une influence sur le cours des choses, doit d'urgence former, je sais pas, une sorte de nouvelle noblesse en quelque sorte, une force vive de résistance, de réinformation, de tout ce qu'on veut, pour ne plus subir ce jeu politique, pour ne plus subir tout court d'ailleurs, pour qu'on se réapproprie notre existence. Il faut déjà commencer par là, parce que si on n'a pas ces individus forts, on n'aura pas de collectif fort. On sera peut-être d'heureux moutons un peu plus heureux, mais ça ne marchera toujours pas. Et encore une fois, c'est vraiment l'accomplissement humain, il passe par cette indépendance, cette prise de responsabilité. On ne peut pas dépendre d'un jeu qui nous dépasse. Il faut trouver des moyens de le réguler. Et donc, pour moi, il faut d'abord développer les individus et ensuite, on aura, je pense, les leaders, les représentants qu'on méritera. On a toujours ce qu'on mérite et si on a Macron, il faut se poser la question. Mais est-ce que les gens ne peuvent pas être plus heureux en étant des moutons et plus malheureux s'ils devenaient des loups ou redevenaient des loups? Je pense que certains sont très heureux. Pas une majorité, peut-être. En tout cas, c'est comme un hamster. Je ne sais pas, il faudrait interviewer un hamster pour savoir ce qu'il pense de son sort. Non, mais vraiment, c'est intéressant à essayer de comprendre. Je pense qu'il s'en fout, qu'il ne comprend pas, mais ça lui va, parce qu'il y a à bouffer, il peut courir dans sa roue, il y a un peu d'ambiance de temps en temps, et la question d'un ailleurs ne se pose même plus. Et il y en a des comme ça, hein. On en connaît tous, qui regardent le JT de TF1, c'est un jour sans fin, c'est comme ça, et le discours de Gabriel Attal, qui est de grande fermeté, il a de l'autorité, c'est génial. Ces gens existent.
Et on vit avec eux, c'est comme ça. Mais ceux qui font l'histoire, normalement, sont pas ceux-là. Les hamsters ne font pas l'histoire aux dernières nouvelles. Donc, on peut imaginer qu'il reste quand même dans ce pays des forces vives, que certains, peut-être aujourd'hui, qui sont semi-comateux devant les JT de demain, vont avoir un choc. On se dire, mais il faut qu'on fasse quelque chose. On sait, la situation, il y a quelques années, plein de gens disaient, on ne savait pas, on découvre. Maintenant, on a quand même bien sous les yeux. À un moment, il faut passer maintenant, situation, c'est bon, maintenant, solution. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et pour moi, le cap d'attendre un miracle politique est encore une manière de renoncer à agir, en fait. On se lave les mains. C'est pas moi qui vais le faire, d'autres vont s'en occuper. Mais non, je pense qu'on a tous un rôle à jouer. On le voit, la pression de l'opinion. Il suffit que, quand vous avez un centre de migrants, par exemple, qui s'installe quelque part, que vous ayez des gens décidés qui aillent faire entendre leur voix, que les autres se rendent compte, on a le droit de penser ça. Enfin, en tout cas, eux le pensent, donc ça va désinhiber le mouvement. Et là, on peut renverser les choses. Parce que l'opinion réfractaire, hérétique, elle est majoritaire. Ça fait des décennies qu'elle est majoritaire, que les gens pensent que cette immigration, c'est une folie, que le laxisme judiciaire nous pourrit la vie, mais ils n'osent même pas l'affirmer dans la vraie vie, parce que face à eux, il y a cet appareil de conditionnement. Et une fois que cette révolution mentale aura commencé, le banc de sardines changera de direction, et là, il faudra être là pour lui trouver des aiguillages. Parce que ça peut être n'importe quoi, un changement comme ça. Ça peut être Mélenchon, par exemple. Et Mélenchon, ce sera pire, mais encore pire. Donc il faut incarner une offre alternative. Une folle idée a traversé l'Europe. Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé. La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limite. Abolir la protection des États, faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatantes au grand jour, au seuil de nos maisons. Un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau. Du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants, avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître. Avec une ambition, devenir le vaisseau amiral qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et, pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières. Mais donc, vous dites en gros qu'on ne peut pas passer par le vote pour sauver l'homme avec un grand H. Et pourtant, non ironiquement, dans votre livre, vous proposez un programme politique qui comprend la régulation de l'insécurité et de l'immigration, l'abolition des prélèvements à l'exception d'une TVA fixe, ainsi que la suppression du SMIC, du logement social, des aides et de la redistribution. Ça ressemble énormément au programme de quelqu'un qui se lance en politique. Est-ce que vous êtes candidat ou est-ce que, plus simplement, vous espérez que ça inspire quelqu'un et qu'il reprenne votre programme, entre guillemets, malgré votre scepticisme envers la démocratie ? Ce serait plutôt un programme anti-politique pour désamorcer justement toutes les possibilités politiques de nous nuire.
les possibilités fiscales, redistributrices. La politique est une machine à distribuer des privilèges aujourd'hui. On parle beaucoup d'égalité, mais pour moi, la véritable justice sociale, fiscale, tout ce qu'on veut, c'est tout le monde à la même enseigne. Il n'y a pas de niche fiscale, il n'y a pas d'avantage, il n'y a rien. Voilà, c'est démerdez-vous. Démerdez-vous et vous verrez, ça ira peut-être beaucoup mieux. Si on part du principe qu'il faut se prendre en main, que chacun est responsable de sa vie, évidemment, il y aura des malheurs, il y aura des pauvres, il y aura des types qui ne vont pas y arriver, Et justement, si le citoyen se dit « la solidarité nationale, c'est moi, c'est réellement moi, ma décision d'aider celui-ci ou d'aider celui-là », eh bien très bien, je vais le faire. Mais comme là, aujourd'hui, par exemple, cette charité est forcée par la redistribution, personne n'a envie de participer. Tout le monde, au contraire, a envie de pirater le système pour essayer d'en récupérer un peu. On va se mettre en association machin, on va faire un groupe de pression bidule pour essayer de tirer tout ce qu'on peut de ce cadavre, du cadavre France. Et évidemment, on ne peut pas faire une société quand on a ce principe-là de guerre de tous contre tous. Donc le meilleur moyen, c'est d'arrêter ça. Le seul arbitre, il est à la limite sur la sécurité, vous respectez les lois et c'est tout. Ce sera déjà bien. Donc c'est plutôt un manuel anti-politique en disant, la politique, elle va essayer d'asphyxier ce qui vous rend vivant. L'identité, la liberté, ça, elle va essayer de le détruire. Elle va essayer de vous inculquer ces mots d'ordre, sa morale, et vous devez résister à ça. Si vous prouvez que vous existez, en quelque sorte, résistez à ça. Mais donc, vous n'êtes pas candidat aux élections ? Non, pas encore, et je pense pas l'être un jour. Il ne faut jamais dire jamais, dit-on, mais non, moi je pense que j'ai une audience qui est basée sur ce message, sur ce côté j'ai pas de bonnes nouvelles, je suis désolé, je chronique un peu le désastre depuis des années, mais justement, j'attends pas un poste en retour, donc vous pouvez me faire confiance. Alors certes, je vends des livres, mais à la différence d'un marchand quelconque, je ne place pas ma réussite sur le critère matériel. C'est pas parce que j'ai beaucoup de lecteurs ou parce que je gagne de l'argent avec que pour moi j'ai gagné. C'est parce que j'ai réussi à transmettre un message efficace sans tricher, sans séduire, manipuler, sans déroger à la réalité. Et donc, pour vous, quelles sont les solutions, entre guillemets, simples pour pouvoir sortir de ce conditionnement, de cette société délétère ? Alors, la première, c'est d'arrêter de croire que Michel Barnier va améliorer notre vie. Ça paraît étonnant, mais réellement, beaucoup d'individus, pourtant éveillés, pourtant machin, se disent peut-être que. Et Bruno Retailleau qui est quand même très à droite, qui est extrême, qu'est-ce qu'il est ferme. Oh là là, c'est incroyable. Oui, non, mais j'ai l'impression de revivre à chaque fois ce cauchemar, cette envie de croire, qui est aussi vraiment pour le coup un truc assez domestique. Et on a l'impression qu'on peut leur faire 100 000 fois le même coup et qu'ils vont toujours se précipiter dans le même panneau, dans la même attente, dans le même délire. Je dis pas qu'il faut être dans le désespoir. Ce sont deux manières de se tromper, l'espoir et le désespoir. Il faut rester dans le rationnel. Tout ce cirque politique, il faut déjà en sortir. Il faut se retourner vers ce qu'on a, nos leviers à nous. Quels sont-ils ? On n'a pas, je suis pas Bolloré, j'ai pas accès aux médias, machin, etc. Donc c'est moi, mon levier, c'est moi. Pourquoi je trouve que ma vie ne fonctionne pas ? Parce que peut-être que je fais pas ce qu'il faut. Faut pas que j'attende de gagner au loto. Faut que j'attende un décret ou je sais pas quoi. Il faut que je fasse moi-même. Et quand on part de ce principe-là, que chaque jour on se dit je vais faire un peu plus pour éveiller les individus, pour m'améliorer, pour être plus audible, pour augmenter mon indépendance, mon autonomie, eh bien on se rend compte qu'on peut changer assez rapidement la donne. Et même autour de soi, qu'on sera tout de suite plus audible, qu'on aura plus d'impact sur notre existence. Et c'est vraiment beaucoup plus important qu'attendre un miracle venu d'ailleurs. Encore une fois, le type Barnier, il n'a pas une baguette magique, il ne va pas changer le mouton en loup, je ne sais pas quoi, c'est à vous de le faire ça. C'est vous qui êtes devenu ce que vous êtes, et le chemin inverse, il est très long, c'est très difficile, mais au pire, même si tout s'effondre et que vous n'avez pas réussi à changer votre pays, vous aurez réussi à vous accomplir, à aller à une version améliorée de vous-même. Donc déjà, ça, c'est une victoire. C'est mon principe de base.
Mais en fait, il faut qu'on vous pose la question, qu'est-ce que c'est que le but de la vie, d'après vous? Ah bah voilà, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire transmission génétique de sa personne dans les meilleures conditions possibles. Donc faire des enfants? Faire des enfants. Le pouvoir est utile parce que, pour le coup, du pouvoir dépend notre taux d'attractivité, en quelque sorte. Notre bien-être conjugal, Quand vous parlez de sexuel, pouvoir, etc. Vous ne parlez pas de pouvoir politique, vous parlez Non, le pouvoir au sens vraiment animal, pour le coup. Mais c'est comme ça que la sélection se fait. Avant, du temps du néolithique, c'était les meilleurs chasseurs qui avaient les faveurs des femelles. Et c'était comme ça. Donc il faut être le meilleur. Aujourd'hui, le pouvoir mène à ça. La meilleure preuve, François Hollande, Julie Gaillet. Difficile de trouver une preuve plus éclatante de l'importance du pouvoir aujourd'hui. Même Louis Boyard y arrive, je crois. Me suis-je laissé dire. Donc le pouvoir donne ce petit plus. Donc évidemment, il faut travailler à son augmentation, ce qui passe par la déconstruction des peurs, comprendre nos peurs, pourquoi on est à ce point paralysé par les enjeux, par la foule, par les réflexions, par ces mécanismes de conditionnement. Acquérir cette indépendance et cette résilience face à ça, c'est déjà un pouvoir considérable. Ne pas se laisser piétiner, n'avoir personne au-dessus de soi, c'est un pouvoir énorme. Et petit à petit, avoir une chance d'influer sur le monde. Devenir une sorte de capitaine dans cette guerre qu'on mène contre la secte. Ça, c'est un accomplissement. Ce qui fait qu'à la fin de sa vie, on ne se dira pas « j'ai pas juste été un numéro, un consommateur anonyme, un hamster dans sa roue, j'ai été quelque chose, j'ai essayé quelque chose ». Et mes enfants, peut-être, se diront « bon, il avait vu, il a essayé de faire. Peut-être qu'il n'a pas réussi, mais peut-être qu'il aurait pu faire mieux. Mais il a essayé. » Pas qu'ils se disent « il savait, il a brûlé le truc comme les autres et c'est tout ». Mais est-ce qu'on peut changer à tout âge? Moi, je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens qui me disent « oui, mais vous comprenez, moi j'ai 40 ans, j'ai un crédit, une femme, des enfants, un métier stable, je peux pas tout lâcher pour changer et devenir un espèce de surhomme qui combat la société. » Non, mais c'est ça qui c'est tout à fait audible. On a tous des tas de trucs à perdre. On est tous menacés de ça, tenus par ça, et on se dit que c'est confortable aussi, la fuite quelque part est confortable, de regarder une série plutôt que de se creuser la tête pour trouver des solutions, de passer son temps dans une actualité très sinistre. C'est un réflexe normal de se dire les autres, encore une fois les autres, vous savez, comme l'expérience de psychologie, plus il y a de témoins à un truc, un fait divers sordide, moins il y a d'acteurs, parce que tous les autres vont se dire quelqu'un va le faire, c'est bon. Et là, comme tout le monde le voit, tout le monde est devant son canapé, les autres se disent c'est immanquable, quelqu'un va le faire. Espérons que ce soit lui, et en attendant, le problème c'est que c'est pas nous. Et que si c'est pas nous, eh ben on sait pas ce qui va se passer. Donc il faut se donner ses moyens d'action. Quel que soit l'âge. Je pense, quel que soit l'âge, quel que soit l'individu, le point dont on part, il y a eu des gens qui ont réussi à changer leur vie de manière assez impressionnante en très peu de temps. Parfois brutalement, parfois une rupture radicale, parfois progressivement, simplement en ajoutant chaque jour un pas de plus vers l'effort. Et une fois que vous vous êtes donné cette habitude, cette exigence, ça fait partie de vous. Et vous ne pouvez plus faire autrement. Une fois que vous avez regardé en face la réalité, que vous vous êtes dit, il faut que je trouve des solutions. Et demain, si je n'ai pas trouvé aujourd'hui, je me maudirai, et ainsi de suite. Vous entrez dans une logique guerrière. Pour le coup, votre mental change. Vous allez consacrer du temps et de l'énergie à résoudre nos problèmes. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on le fait, mais en dilettante. C'est-à-dire, on a notre existence, bien rangé tout ça. À la fin, on passe une petite demi-heure sur Twitter à insulter des gens de gauche, et on se dit, aujourd'hui, j'ai été bon, j'ai milité. Mais ça ne suffit pas du tout. La situation est beaucoup plus catastrophique que ça. L'effondrement, là, il est peut-être cette nuit, peut-être demain. On n'a jamais été aussi proche du chaos. Et même ça, si on n'y est pas prêt, si on ne s'y prépare pas, on est dans une logique suicidaire. C'est aussi une caractéristique des sectes, de prédisposer ces sujets au grand débranchement.
en disant c'est pas grave, vous allez mourir, vous ne sentirez plus rien, de toute façon on s'en fout, on vous a bien expliqué que la France ça n'avait aucun intérêt, vos enfants ils mourront aussi, bon peu importe. On nous a vraiment mis dans cet état d'esprit. Les gens ne font plus d'enfants, c'est pas étonnant. Et à partir de là, soit vous sautez avec le troupeau pour pas déranger les autres, soit vous êtes celui qui contre le courant. C'est dur, c'est pas facile, ça implique des sacrifices, mais c'est comme ça, c'est le prix à payer. Le prix de la magie, il faut mettre sa peau sur la table. Si on mise rien, on n'a rien. Donc là, vous dites au cadre du tertiaire qui veut redevenir libre de quitter son travail et d'aller vivre dans la forêt. Pas forcément la forêt. Déjà, commençons par la campagne, c'est un bon début. Évidemment, moi, je préconise de quitter la ville. D'ailleurs, c'est plus pratique pour couper du bois et pour creuser des trous, parce que ce sont des activités très saines. Ça dépend ce qu'on met dans le trou, évidemment, mais... moi, je pense qu'il faut renouer avec ce que nous sommes. Les basic fit, c'est sûrement très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut des travaux utiles et tout ça, j'ai un peu une vision monacale des choses. Mais il faut commencer par dérouiller la machine, la mécanique. On a des hormones, à mon avis, qui sont complètement dérégulées par l'alimentation qu'on a, le mode de vie qu'on a. On est toujours dans nos cavernes, on n'est jamais au soleil. Avant, nos ancêtres étaient dehors et travaillaient durement et méritaient leur sommeil. Je peux vous dire, ils dormaient bien. Il n'y avait pas besoin de somnifères pour dormir la nuit. Je pense qu'il faut retrouver tout ça et qu'on fera un pas vers un renouveau anthropologique. Là, on s'est aventuré très loin sur les chaînes un petit peu de l'esclavage volontaire et il faut renouer avec une réalité plus saine. Et après, évidemment, il faut consacrer une recherche spirituelle à des solutions, à une stratégie pour que ce pays cesse de nous échapper, de travailler contre nous, puisque c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et il ne suffit pas juste d'aller s'isoler dans un monastère en se disant « c'est bon, on s'en fout, ça va arriver ». Ça arrive partout, ce qui est en train de se passer. Donc il faut travailler à l'arrêter, et de manière assez définitive. Dans un domaine un petit peu plus léger, vous êtes un auteur, mais vous êtes aussi un lecteur, et vous faites de nombreuses références à l'univers de Tolkien dans votre livre. Est-ce que vous avez une passion particulière pour l'auteur du Seigneur des Anneaux ? Ah oui, c'est un des phares de la littérature occidentale. Et c'est pas du tout des petites histoires pour distraire les enfants. Ça va bien. Peut-être qu'au début, c'était comme ça qu'ils le voyaient. Mais ce qu'il en a fait, justement, ces allégories de la lutte de l'humain ou du hobbit avec ses petits moyens pour préserver justement son identité, son existence, sa liberté face à des forces quasiment surpuissantes, à l'appel du pouvoir, justement le fameux Sauron dont Gandalf dit même au début il n'était pas mauvais, mais il a eu le pouvoir l'a complètement dévoré et a dévoré tout ce qu'il a touché, mais tout le monde veut y participer. Par exemple, le contrôleur agressif, Gollum, est une bonne incarnation. Il veut aussi, lui, c'est son précieux, il veut aussi même si ça le détruit. Alors c'est un personnage qui va trouver ce fameux anneau de pouvoir qui a été forgé par Sauron pour asseoir sa toute-puissance. C'est un anneau qui est censé lier les âmes, les posséder. Ça donne des pouvoirs de disparition, de vision toute puissante, etc. Et le problème, c'est que quand on porte cet anneau, il nous donne effectivement un pouvoir très fort. Il est une tentation permanente de jouir de ce pouvoir, mais aussi, évidemment, il pèse sur nos épaules, en particulier sur les individus bons, ceux qui ne veulent pas écraser les autres, mais il y a cette tentation. Une fois qu'on a l'anneau au doigt, on a cette tentation de s'en servir à des fins, évidemment, de domination. Et Gollum. Et voilà, le pouvoir, c'est ça, c'est d'imposer aux autres sa volonté. Et c'est ce que veut faire la secte, c'est ce que veut faire Sauron, et c'est ce qu'espère Gollum. Et ça le détruit, parce que ce pouvoir est trop grand pour lui, et finalement, il devient complètement possédé par ça. Et c'est une bonne allégorie de la classe politique, je pense. Quand on se lance dans ce jeu, on ne sait pas si on pourra en sortir, et ça va nous prendre notre âme. On va tout sacrifier, tous nos principes, on va trahir, on va faire toutes les saloperies possibles. Pour moi, c'est pour ça que les meilleurs, ceux qui gagnent à ce jeu, sont nécessairement des psychopathes. Donc réfléchissez bien, parce que celui que vous ferez gagner,
qui aura triomphé donc de tous les autres psychopathes, ne sera pas forcément quelqu'un dont l'âme est pure, et comme même Frodon, le porteur de l'anneau, celui qui va essayer de le détruire, donc c'est ce que je dis dans mon livre, on doit incarner Frodon. L'anneau de pouvoir, qu'est-ce que c'est ? C'est une puissance morale, puissance qui règne sur les esprits. On a inculqué ça, on nous a dit il faut penser ceci, cela, et pas ceci, et pas cela, mais c'est qu'un verrouillage psychologique. C'est assez incroyable quand on y pense. C'est purement immatériel, mais ça a une force incroyable. Et Frodon, il le détruit en le jetant dans la lave du destin, etc., là où il a été forgé, pour nous montrer que si, aux yeux de tous, une petite créature comme ça a le courage de ne pas se plier aux injonctions morales dominantes, eh bien finalement, ces injonctions sont du vent, elles seront balayées, et vous pouvez relever la tête, il vous arrivera rien si vous dressez contre la toute-puissance de l'occupation mentale, en quelque sorte. C'est pour ça que j'aime beaucoup Tolkien et qu'il y a beaucoup de références à ça dans mon bouquin. Vous dites que c'est des blocages souvent psychologiques, mais par exemple, je prends l'exemple de la France, il y a quand même des tribunaux, il y a la 17e correctionnelle. Ah oui. Si vous tenez certains propos sur l'immigration ou en visant certains types de gens, vous pouvez finir au tribunal, vous pouvez finir ruiné ou en prison. Voilà, vous aurez des ennemis, vous aurez le compte en banque qui peut sauter, vous aurez un tas d'emmerdes, vous aurez les amis qui veulent plus travailler avec vous, vous ne serez plus invité, vous aurez des types particulièrement fanatiques et hargneux qui vont vous en vouloir personnellement, qui vont vous haïr, ils sont dressés pour ça aussi, ils s'encouragent entre eux pour vous détester. Donc oui, vous aurez beaucoup de problèmes. Et encore une fois, c'est la problématique du loup et du chien. C'est-à-dire le chien, lui, il est très heureux, il mange, il est en sécurité, mais il a son collier. Et le loup, lui, il est en liberté, il a faim, ça se passe mal, il prend des coups, etc. Mais il est libre. C'est vraiment ce choix anthropologique auquel on va être confronté. Mais évidemment, le prix est extrêmement lourd à payer. Je prends l'exemple dans mon livre de Jean-Marie Le Pen, qui était un hérétique, une figure hérétique de tout premier ordre, l'hérétique des hérétiques, qui n'a jamais voulu à aucun moment subir une injonction. Moi, je pense que c'est pour ça que tous ces fameux dérapages reposaient là-dessus. On voulait lui faire dire quelque chose et lui, il disait le contraire. Et qu'il n'a jamais voulu se plier à l'ordre dominant. Et c'est pour ça qu'il a eu tant d'ennemis et qu'il a été tant détesté et qu'il a été à ce point diabolisé. C'est littéralement le diable de la secte. On n'en a plus des comme ça parce qu'aujourd'hui, on a des figures de compromission, de dédiabolisation, etc. Mais c'était pour moi, l'exemple était vraiment saisissant de montrer tout ce qu'on risque si on s'oppose frontalement à ces mots d'ordre. C'est vraiment, on veut nous détruire socialement et pas seulement socialement. Donc Jean-Marie Le Pen, c'était la victime parfaite pour expliquer aux autres de ne pas lever la tête. Tout ce qu'il a subi a permis à la secte, comme vous l'appelez, d'expliquer aux gens ne bougez pas, sinon vous finirez comme lui. Exactement, on a mis en scène son massacre. C'était pas le supplice de la roue, mais quelque part dans la durée, c'était un peu ça. C'était en permanence des attaques, les salissures, enfin toutes les vilainies imaginables, sans la moindre mesure possible, pour montrer, regardez ce qui vous attend. Lui, on ne sait pas comment, il a les épaules, c'est un menhir, il supporte ça, mais vous, c'est évident que vous ne le supporterez pas. Et on excitait comme ça la rage contre lui, mais ce qu'on visait était évidemment le spectateur. C'est souvent ça, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui se fait dézinguer sur un plateau télé, c'est pas vraiment lui qui est lynché, c'est un lynchage par procuration. Vous devez vous imaginer à sa place, et un bon citoyen doit en retour se sentir légitime pour vous lyncher au repas de famille quand vous allez tenir un propos malheureux, pas très vivre ensemble. Eh bien, lui va se sentir investi de cette mission sacrée de vous remettre dans le droit chemin. Si vous étiez sur un plateau et vous rêviez qu'on vous pose une question, laquelle ce serait ? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé cette Qu'un question. Journaliste de BFM vous demande une question que vous rêveriez d'entendre.
Malheureusement, les journalistes, c'est un des problèmes du métier. Ils sont dans une... Quand on va sur un plateau, on sait très bien qu'on pourra très peu parler, qu'ils ont déjà leur truc en tête, que tout est prévu, planifié, qu'ils se basent sur leurs collègues, etc. Il y a pas du tout, c'est pas du tout un espace de liberté, le média. Faut pas imaginer, vous passez à la télé, vous allez dire ceci. Non, je vais dire ce qu'on me laissera dire, ce que j'aurai le temps de dire entre deux trucs, entre deux annonces. Il y a un temps qui est millimétré. Donc en général, à la télé, les gens apprennent des phrases chocs à dire par cœur pour essayer de marquer les esprits. Et c'est ce qu'on appelle des débats. Mais non, je suis pas sûr d'avoir déjà été frappé par une question particulièrement intéressante. On lance des trucs, moi je réponds la plupart du temps à côté ce que j'ai envie. Mais non, j'attends pas de questions particulières. D'accord. Si vous deviez donner 5 conseils à un jeune homme de 20 ans qui commence sa vie d'adulte. Alors 5, vous pouvez faire 4 ou 6. Déjà, le premier, c'est commencer sa vie d'adulte. Parce qu'on a tendance à croire que c'est une question d'âge. Je ne sais pas, on a le permis, on a machin, on a le droit de vote. Non. L'âge adulte n'arrive jamais pour les créatures domestiques, sauf au moment où elles décident réellement de se prendre en main, de devenir responsables intégralement de leur vie. Et ça devient très difficile parce que vos parents le sont une grande partie de votre existence, vous êtes très vulnérable, dépendant. Ensuite, l'éducation nationale prend le relais. Et ensuite, vous allez à la fac et vous êtes encore une créature du système. Vous êtes en sciences sociales, vous avez des cheveux verts et vous manifestez pour les droits des migrants. Vous pensez que vous êtes autonome, mais non, votre cerveau est complètement refait, délavé, récuré. Et après ça, encore une fois, vous allez confier votre sécurité sociale, vous allez confier tout un tas de choses. Vos enfants ne sont pas vraiment à vous parce que si on décide que vous ne leur donnez pas les bons enseignements, on peut les prendre. Votre maison ne vous appartient pas vraiment non plus parce que vous paierez des impôts dessus toute votre vie. Et puis c'est pareil, on peut dire, là, il y a une route qui va passer, désolé, on va la raser. Rien ne vous appartient et il est tentant, encore une fois, de se laisser jusqu'au bout dorloté par le système et de rester cette créature cocon qui ne devient jamais. Et devenir, c'est devenir adulte, donc il faut déjà commencer par là. Ça, c'est la première règle. Ensuite, la deuxième, c'est vraiment sur nos peurs, je pense. On est fait, créature domestique, pour avoir des peurs délirantes. Socialement, pensez, quand vous croisez quelqu'un, quand vous avez une interaction avec quelqu'un, vous êtes tétanisé par un tas de choses. Est-ce qu'il a pensé ça? Est-ce qu'il a vu comme ça? Est-ce que machin, merde, j'ai envoyé un postillon, c'est une catastrophe. On a une psychose permanente qui pèse sur nous. Cette peur du jugement, du déclassement social, la peur du gamin qui, pour la première fois devant sa classe, il doit parler, qui est tout rouge, tout le monde va me regarder parce que mon moi n'a pas les épaules pour faire face au jugement du groupe et je préfère m'effondrer sur moi-même, ne pas exister, rester dans mon coin, plutôt que oser. Et la réputation, elle est basée là-dessus. On a toujours cette peur, toute notre vie, de prendre la parole, d'exister, d'affirmer, et le problème, c'est que beaucoup des nôtres, même si en privé, de temps en temps, quand l'occasion est favorable, ils vont tenir un discours très radical, etc. Oh là là, on aurait dû faire... Mais ils vont quand même se conformer dans d'autres situations. Ils vont se soumettre à cette morale dominante, ils vont donner des gages, ils vont quitter le champ de bataille, ils vont se désarmer mentalement, ils vont eux aussi se faire tout petits dans un coin. Donc ça, il faut détruire ça aussi. Je ne dis pas qu'il faut devenir un immonde connard qui va transformer tous les repas de famille en bain de sang. Ce n'est pas du tout ça le projet. Simplement, il y a certaines choses sur lesquelles on peut avoir des principes et le montrer. Et ça peut rassurer beaucoup des nôtres. On peut devenir exemple comme ça. Donc après, les conseils, j'en donne beaucoup dans le livre sur comment devenir cet exemple, comment résister aux peurs, comment... acquérir une forme d'indépendance, d'autonomie face au jugement des autres, lire énormément, se cultiver, ne pas attendre les productions du ministère de la culture sous cloche, toutes ces choses-là. Il faut... Physiquement aussi, évidemment. Ouais, il faut se développer physiquement. Il faut devenir dangereux, dans tous les sens du terme, mentalement, physiquement, parce que celui qui est dangereux, on l'emmerdera beaucoup moins que celui qui ne l'est pas. Ça, c'est clair. Vous aurez moins de problèmes, et de toute façon, c'est important parce que les gens qui ne sont pas dangereux, on ne les écoute pas. Si vous voulez être audible, soyez dangereux. Aussi... Un point qui pourrait être, je sais pas, sur
Sur les croyances, là aussi, prenez beaucoup de recul par rapport à ceux qui vont vous présenter des vérités alternatives. Vous dire le monde n'est pas celui que tu crois, etc. Moi, j'ai accès à la vérité. Ce sont les Illuminati, reptiliens, machin, tout ce qu'on veut, machin, qui contrôlent le monde et qui ont des intérêts dans les trucs. Il y a des puces 5G dans les vaccins, etc. La Terre est plate ? La Terre est plate, on peut tout imaginer. Il paraît qu'il y a des types qui prétendent que la Norvège n'existe pas. J'ai vu ça aussi, avec des preuves. La Norvège est une invention. Bon, très bien. Et c'est pas parce que, je sais pas, le conseiller général machin va dire « mais non, c'est faux », que pour le coup, il a tort. Le contraire d'une vérité, c'est pas forcément... une autre vérité. Enfin, donc il faut faire très attention à ça, puisque le mensonge est tellement permanent partout qu'on finit par se dire tout est mensonge, donc je vais croire un peu n'importe quoi. S'il y a un type qui parle un peu plus fort et qui a l'air sûr de lui, je vais le suivre. Non, il faut toujours se fixer cette règle de ne pas transiger avec la vérité. Même pour passer nos messages, si on le fait avec des mensonges, avec des machins, tout ça, on ne sera pas gagnant. Il faut se fixer cette ligne de conduite. C'est une forme de noblesse d'esprit, en quelque sorte, d'exigence morale. Et je pense qu'il faut s'y tenir. Que la secte ne respecte pas. Ah, pas du tout. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Et malheureusement, je vois proliférer sur les réseaux sociaux, etc., des gourous qui s'annoncent, qui se disent contre ce pouvoir en place, mais pour proposer simplement un truc alternatif délirant, une petite chapelle, une sous-chapelle sectaire qui n'a d'autre but que le pouvoir de son porte-parole. Mais ça ne mène à rien. Enfin, et malheureusement, beaucoup d'esprits sceptiques, quand ils pensent se rendre compte des choses, s'égarent là-dedans et s'y perdent. Mais en même temps, les solutions simples sont très demandées. On vous donne une explication simple du monde. C'est, je sais pas, Bill Gates qui est tout en haut, et puis voilà, il a envie de ça. Voilà, il veut vous faire du mal, il vous aime pas vous, Robert. Et donc, il réunit ses stratèges, il réfléchit comment vous emmerder, et ça nous rassure, parce qu'on se dit, ah, ok, tout s'explique, je comprends beaucoup mieux, machin, c'est pas vraiment la lycéenne à cheveux verts, c'est Bill Gates qui est derrière, qui tire les ficelles. Et le fait divers, machin truc, l'accident de la circulation bidule, c'est calculé, tout ça prévu, planifié. C'est rassurant pour une créature domestique de se dire que c'est peut-être la merde, mais c'est la merde contrôlée. Alors que non. Le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça. Il y a des imprévus. La secte, simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'y adapte. L'actualité ne la sert pas souvent, mais elle a appris, voyez, on a le Bataclan, marche contre l'islamophobie. Les petites bougies, les machins, tout ça, on va digérer tout ça. On a des communicants, on a des cabinets de conseil, on va se débrouiller. Mais c'est pas eux qui font la réalité. Enfin, ils en sont à l'origine d'une certaine manière, mais ils ne veulent pas qu'elle arrive. Ils ne la voient pas arriver, ils la subissent la plupart du temps et ils s'y raccordent simplement. Donc les attentats ne sont pas une volonté de l'État ou d'Illuminati pour créer de l'islamophobie ou... Ils peuvent essayer de les utiliser d'une certaine manière en renforçant, par exemple, leur réseau de vidéosurveillance. Un truc en disant la loi n'est pas appliquée, mais on va foutre des caméras partout. Et on réfléchit, mais pourquoi faire si vous n'appliquez pas la loi derrière? Si le gars est pris, il est relâché, pourquoi des caméras partout? Mais ça permettra de l'attraper. Oui, c'est ça. Et Monsieur Moyen, lui, il veut ça. Hein. Il veut la vidéosurveillance, les machins, tout sur écoute. Surveillez-moi, regardez, moi je fais rien, je suis bien, Il s'en fout de ses libertés. Lui, il croit que donner cette omnipotence à l'État va accroître sa sécurité. Il se trompe complètement. C'est lui le danger. Il ne voit pas, mais le danger pour le système potentiel, c'est lui. C'est pas le type qui va cramer une voiture dans une cité. Ça, le pouvoir s'en fout. Il sait qu'il n'a pas d'incidence sur les barbares, donc il les laisse être barbares. Par contre, celui qui paye ses impôts, ce serait vraiment bien qu'il continue à payer ses impôts. Donc il doit avoir peur de rouler à 32 km/h dans Paris. Il doit être au carré, sous la menace permanente. Et il l'est très bien. Il n'y a pas besoin d'hausser la voix. Il est très bien conditionné. Et pourquoi est-ce que l'État se ficherait qu'on brûle des voitures, ou qu'on cambriole des maisons, ou qu'on agresse des grands-mères? L'État n'aurait-il pas, la secte, entre guillemets, n'aurait-elle pas tout intérêt à vivre dans une harmonie pour pouvoir mieux contrôler les populations? Disons que
il n'y avait pas de dégâts majeurs dans la mesure où il y avait une exigence de plus de sectes, plus d'autorité, plus d'État, plus de moyens pour les flics, les machins, tout ça. Tout ça n'est pas un problème du tout pour l'État. Ça renforce même son crédit, ses compétences. Et ça devient un problème quand il y a une remise en cause de l'appareil, de dire ce monopole de la violence est défaillant. Si vous nous donnez des moyens, si vous nous laissez agir, on va agir. Ça, c'est pas possible par contre. Dès que vous menacez de vous substituer à l'État, là, il va pas être du tout d'accord. Donc c'est vrai qu'il pourrait faire un effort, encore une fois, cosmétique, annoncer des mesures un peu comme Sarkozy faisait en son temps, pour endormir la population. Et ils s'en porteraient pas plus mal. J'imagine que nos brillants stratèges y réfléchissent et cherchent des solutions qui paraissent crédibles, mais qui n'impliquent pas de les appliquer parce qu'on aura des problèmes avec l'UE et on va montrer qu'on est un peu les paillassons du monde, que l'Algérie va encore nous envoyer paître. Donc le pouvoir est dans cette logique d'attente pour l'instant. Il n'en est pas encore aux actes. Moi, je pense qu'effectivement, ce serait pourtant facile pour eux d'essayer d'apaiser, d'endormir, encore une fois, la population avec ces mesures. Mais même encore plus factuellement, est-ce qu'elle n'aurait pas intérêt à ce que les violences, les agressions et les viols s'arrêtent ou diminuent très fortement ? Si, bien sûr que si, mais le problème, c'est qu'elle est prise à son piège. C'est que, comme je le disais, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de vrai pilote. Macron ne veut pas, évidemment, mais ne peut pas dire stop, on arrête tout, machin. Non, parce qu'il y a le Conseil constitutionnel, machin, enfin, tout, le millefeuille énorme. Il y a des activistes partout dans ce pays qui ont leur machin, qui exercent une pression forte pour qu'on continue comme ça. Il y a des administrations qui existent pour ça, qui sont habituées à ça, des types qui gagnent énormément bien leur vie pour cette situation. Donc c'est bien plus compliqué que ça. C'est là aussi que le pouvoir est fort, c'est qu'il s'est tellement dilué qu'il est devenu très difficile d'agir réellement. Et le pouvoir, Retailleau par exemple, ou je sais pas, le ministre de l'Intérieur, a une marge de manœuvre très limitée parce qu'il peut vite avoir contre lui l'ensemble des acteurs du système. Et il ne pourrait pas survivre à une cabale médiatique, ministérielle, universitaire, judiciaire, enfin tout ce qu'on peut imaginer contre lui. Donc dans ce milieu-là, ils sont beaucoup plus prudents. Ils sont soumis au code du milieu. C'est pour ça aussi que même si on change la tête de l'État, on aura quand même toujours cet appareil. Il sera toujours là. Après 5 ans, après 10 ans, ce sera à peu près le même. Il faudrait tout changer ? Il faudrait absolument tout réduire. Là, pour le coup, à la tronçonneuse, comme l'a fait notre ami Millet, comme il était en train de le faire. Moi, je préconise l'âge, c'est un peu plus précis, ça tombe pas en panne. Mais en tout cas, il faudrait réduire considérablement ce machin, il est pas fort, il est gros, l'État, il est pas fort du tout, justement, on le voit, il se fait marcher dessus par tout le monde, mais il est énorme. Et le réduire déjà serait une très bonne idée, l'empêcher d'être déficitaire et ce genre de choses, de mettre en faillite le pays, d'endetter nos enfants, ce serait bien aussi. Et se concentrer sur ses missions élémentaires, qui, encore une fois, sont vraiment très faciles à appliquer. Et s'il ne le peut pas, eh bien, il nous laisse faire. Laurent Oberton, merci pour le temps que vous nous avez consacré. Votre nouveau livre, Guerre, est disponible dans toutes les bonnes librairies et sur le site des éditions Magnus. Et cher public, nous vous retrouvons très vite sur cette chaîne YouTube et donc désormais, comme je l'ai dit en début d'émission, sur l'application mobile où vous aurez le droit de voir ces entretiens avec 24 ou 48 heures d'avance. Ces dernières semaines, la presse militante de gauche a mené une offensive inédite contre la droite. D'abord avec une entreprise de diabolisation durant les élections législatives à base de prétendues enquêtes et révélations. Ensuite, par l'interdiction de fait de la première chaîne de la TNT, C8. Après des années de travail pour parvenir à bâtir un organe de presse d'investigation capable de rendre coup pour coup et de mettre fin à l'hégémonie de Mediapart, nous sommes prêts. Frontières sera au rendez-vous. Il est aujourd'hui nécessaire d'investiguer sur l'islamisme, l'immigration et l'extrême gauche, de les cartographier, de connaître leurs réseaux
et d'enquêter sur leurs méthodes de financement, de devenir enfin ce Mediapart de droite que tout le monde attend. Les liens entre les islamistes et l'extrême gauche seront montrés au grand jour. Nous enquêterons sur eux. Nous avons laissé la gauche transformer la France en un archipel de communautés en divisant les Français, aujourd'hui les uns contre les autres. Nous irons partout là où ils ne veulent pas que nous allions, dans ces cités, dans ces quartiers, dans ces terrains abandonnés. Nous irons montrer, caméra et micro à la main, ce qu'ils ne veulent surtout pas que vous voyez. Chaque jour, la gauche méprise la liberté d'expression. Des voix sont réduites au silence et des idées sont effacées. On a laissé la première chaîne de la TNT être censurée par l'Arcom. Pourtant, la liberté d'expression ne se négocie pas. Nous refusons que nos idées soient balayées par la gauche. Alors, nous ne dépendrons plus des plateformes qui nous censurent, ni des médias qui étouffent les idées de droite. Nous serons à leur écoute et retranscrirons sans filtre ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Depuis des années, sur les plateaux télévisés, les journalistes de gauche vous font la morale sur les questions d'immigration, sur les questions des frontières. Ce sont des gens qui se gavent d'argent public, de votre argent, et qui vous insultent. Ils vous ont menti, ils vous ont dit que vous ne voyez pas ce que vous voyez, que vous n'entendez pas ce que vous entendez, que vous ne ressentez pas ce que vous ressentez. Aujourd'hui, nous ne les laisserons plus débiter leurs contre-vérités. Nous ne les laisserons plus avoir le monopole du dialogue. Nous serons là tous les jours pour leur dire que l'ère du mensonge est terminée. Nous avons trop longtemps laissé cette gauche médiatique défendre des cortèges violents et qui exclut les journalistes de droite. Désormais, nous serons présents sur chaque manifestation. C'est dans un contexte politique difficile que le média Frontières s'engage à être présent à l'Assemblée nationale. Nous suivrons pour vous le vote des lois au Parlement pour vous donner un accès toujours plus transparent à l'information. Avec une équipe de 25 journalistes permanents, un pôle investigation renforcé avec des spécialistes en analyse de données, le lancement d'une matinale en direct de 8h à 9h et de nouveaux reportages et émissions, nous inonderons la toile pour devenir ce vaisseau amiral de la bataille numérique. Désormais, il vous appartient de nous soutenir en vous engageant à nos côtés. Au cœur de notre combat et de notre modèle, nous vous dévoilons une nouveauté inédite, l'application mobile Frontières qui nous protège de la censure et vous permet d'être connecté à la juste information au quotidien, du lundi au dimanche. Si vous entendez notre appel, téléchargez dès maintenant notre application mobile Frontières qui est disponible sur iPhone mais également sur Android dans les prochains jours. Si vous souhaitez mener le combat à nos côtés, abonnez-vous. Un objectif, 10 000 abonnés au 31 décembre 2024. Merci à tous, on compte sur vous.